Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire autour de la classification des antibiotiques et de l'antibiorésistance. J'ai beaucoup de plaisir à l'animer aujourd'hui et d'être parmi vous. Je vous remercie d'être aussi nombreux à participer et j'espère que ça sera bénéfique pour vous. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. C'est Dr Abbas Hossein, je suis pharmacien résident en microbiologie médicale au CHU Tlemcen. Je suis également le créateur de la page Apothecary Wisdom. Je propose un mentoring et un encadrement pour externes et internes en pharmacie, voulant préparer le concours d'accès au résidanat. Je vous encourage d'ailleurs à me suivre sur mon compte Instagram. Je reste disponible et à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, concernant mon parcours, donc j'ai eu un bac branche mathématiques en 2016, mention très bien, et je me suis inscrit à la faculté de médecine de Tlemcen où j'ai suivi un cursus de pharmacie. J'ai fini major de ma promotion en 2021 et j'ai passé le concours d'accès au résidanat session décembre 2022 et je me suis classé premier du concours d'accès au résidanat session 2022 à Tlemcen. Ensuite, j'ai choisi la microbiologie médicale. Donc ça, c'était aussi pour vous dire que le choix de la microbiologie médicale était vraiment un choix personnel et c'est vraiment une spécialité qui m'a toujours donné envie. Et je vais essayer à travers ce webinaire, Inch'Allah, de vous communiquer ma passion pour cette spécialité. Alors, qu'est-ce qui me pousse à organiser ce genre de webinaire et ce genre d'événement? En fait, c'est que il y a pas si longtemps, j'étais moi aussi externe en pharmacie et j'ai eu beaucoup de difficultés avec le cursus. Vous le savez sans doute, que ce soit même pour les cursus de médecine et de chirurgie dentaire, c'est à peu près la même chose. On est souvent confronté à des difficultés durant notre cursus et on n'a pas beaucoup d'orientation et de mentoring. Moi, j'ai toujours cherché ça auprès de mes aînés. Et j'essaie à travers ce genre d'initiative de venir vers vous, c'est-à-dire de venir vers les personnes qui sont en cours, qui sont toujours en cours de leur cursus, pour leur transmettre ce que j'ai appris durant mon parcours. Et j'espère que ça sera bénéfique pour vous. Donc vraiment, j'essaie d'être la personne que j'aurais voulu avoir lorsque j'étais à votre place. Alors, concernant les objectifs de ce webinaire, alors premier objectif, ça sera de cerner la problématique existant autour du cours de la classification des antibiotiques et de l'antibiorésistance. En fait, ça, c'est quelque chose qui est très connu et très répandu au sein des étudiants en sciences médicales en général. Le cocktail des antibiotiques, c'est un gros problème. D'accord? Donc, on va essayer de discuter ça et de voir quelles sont les raisons et quelles sont les causes qui font que c'est un cours qui est vraiment difficile, qui est aussi compliqué pour les étudiants en sciences médicales, qu'ils soient externes ou internes préparant le concours. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un antibiotique. Donc, on va essayer vraiment d'aller au fond de la définition d'un antibiotique. Ensuite, on va parler des résistances. Donc, on va introduire les notions de résistance aux antibiotiques. Ensuite, je vais vous proposer une approche qui vise à vous faciliter ou qui visera à vous faciliter la compréhension des notions de base autour des antibiotiques. À la fin, il y aura il y aura une session de questions-réponses où je pourrai répondre à vos questions concernant les antibiotiques ou l'antibiorésistance en général. Donc, si tout est clair, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, on va commencer avec le premier objectif, c'est de cerner la problématique existant autour du cours de la classification des antibiotiques et de l'antibiorésistance. Alors, pour ceux qui avaient assisté à ma conférence que j'avais faite l'année dernière à Tlemcen concernant le concours d'accès au résidanat, j'avais fait une petite planche pour classer à peu près le top 5 des cours casse-pieds et des cours compliqués lors de la préparation du concours d'accès au résidanat. Et j'avais mis le cours des antibiotiques en numéro 1. C'est le grand gagnant de ce classement et je pense que vous êtes à peu près tous d'accord sur ça. Alors, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, je pense que incontestablement, c'est le cours le plus compliqué, peut-être avec le cours des excipients, pour la préparation du concours d'accès au résidanat en pharmacie surtout. Alors, parmi les difficultés que vous allez rencontrer, c'est sans doute la classification des céphalosporines. Alors, vous le savez sans doute, les noms sont compliqués, vous avez une classification en génération. Généralement, c'est difficile à retenir.
et il faut atteindre la spécialisation pour vraiment maîtriser cette classification. Donc ça, c'est une des difficultés que vous allez rencontrer dans ce cours. Alors, maintenant, face à ces difficultés, que ce soit pour le cours des antibiotiques ou pour le module de microbiologie médicale, malheureusement, il y a pas mal de mauvaises pratiques, disons, au sein des étudiants, dans la fameuse élimination de cours. Alors pourquoi j'en parle? Parce que malheureusement, la plupart des étudiants, en tout cas de mon expérience, la plupart des étudiants en pharmacie, en médecine et en chirurgie dentaire, euh, ne vont pas étudier ou n'ont pas étudié le cours des antibiotiques durant leur cursus. Ils se sont contentés de l'éliminer et j'utilise ce terme qui ne devrait pas avoir sa place dans le cursus de pharmacie ou de médecine ou de chirurgie dentaire. Donc, face à ce problème, comme je l'ai dit, vous avez sans doute, vous aussi, éliminé ce cours et vous ne l'avez pas étudié pour l'examen. Alors, le problème qui se pose, c'est que durant votre pratique, vous serez sollicité pour vos connaissances en termes de médicaments et sans aucun doute en termes d'antibiotiques aussi. Donc le fait d'éliminer entre guillemets un cours, ça va constituer une grosse lacune dans votre formation et le fait d'éliminer plusieurs cours, ça va constituer plusieurs lacunes dans votre formation et vous serez vraiment en difficulté lorsque vous serez appelé à prendre des décisions qui seront basées sur des connaissances sur ces cours-là. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire que je sais que les études en sciences médicales sont chargées. Je sais que c'est compliqué de tout voir, de tout étudier, mais surtout, il faut éviter d'éliminer entre guillemets les cours parce que cela va vous porter préjudice à la fin de votre cursus. Alors, il y a une autre approche, c'est celle c'est un peu mieux, c'est-à-dire on va étudier ce cours, mais seulement pour l'examen. Donc, on va étudier, on va essayer de solliciter notre mémoire de courte durée pour avoir les informations nécessaires pour répondre au QCM et du coup avoir la note ou alors avoir son module. Donc ça, c'est pas mieux parce que en tant que professionnel de la santé, vous avez besoin d'arguments ou de notions pour construire des raisonnements pour arriver à la prise de décision. Et le fait de stimuler sa mémoire de courte durée, ben, ça n'aide pas beaucoup dans ce sens. Donc, je vous encourage vivement à étudier vos cours et à les étudier de la meilleure façon possible. Alors, un autre problème qui se pose maintenant, c'est que, en fait, l'antibiorésistance, c'est un fléau qui avance énormément et qui menace actuellement la médecine moderne. Et vous allez voir que dans les prochaines années, on va commencer, déjà on commence à en parler, peut-être ce n'est pas encore assez répandu, mais l'antibiorésistance commence vraiment à s'installer parmi les grandes préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé et des médecins dans le monde. Et c'est encore une raison qui devrait vous pousser à vraiment considérer ce cours, parce que dans les prochaines années, vos connaissances seront sollicitées sans doute dans ce sens. Donc, comme je l'ai dit, l'antibiorésistance avance. Nous, en tant que praticiens à l'hôpital ou même si vous êtes praticien dans le secteur privé, vous voyez que l'antibiorésistance, elle avance à vue d'œil et c'est encore un argument qui doit nous pousser à étudier, à bien étudier, à nous documenter sur ce sujet. Alors, le problème, c'est que, en fait, par rapport à l'antibiorésistance, c'est que nous sommes tous concernés. Donc, le parti pris de se dire, moi, je sais ce que c'est les antibiotiques, j'évite d'en prendre à tort et à travers, donc je suis à l'aise, disons, n'est pas un bon parti pris parce que, en fait, c'est une problématique qui nous touche tous. C'est-à-dire que le mésusage d'antibiotiques, même s'il est fait par d'autres personnes dans notre société, ben, il va avoir un impact sur nous parce que, comme le dit la photo, ce sont les germes qui développent les antibiotiques, plutôt les résistances. Et ce sont les germes qui deviennent résistants aux antibiotiques. Ce qui fait que si un jour vous vous retrouvez malheureusement pour vous à l'hôpital et que vous chopez un germe multirésistant, ben, à ce moment-là, vous allez payer les conséquences du mésusage d'antibiotiques. Donc en fait, moi je profite toujours de ce genre d'occasion pour sensibiliser et dire que la résistance aux antibiotiques est un vrai fléau et il faut que l'on se documente, il faut qu'on lutte contre ça tous ensemble parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors,
comme j'étais en train de vous dire, l'antibiorésistance, ben, elle avance. Aujourd'hui, peut-être que les chiffres ne sont pas encore très significatifs, mais selon les prévisions de l'OMS, en 2050, on constatera 10 millions de décès dans le monde dus à l'antibiorésistance. Donc, encore une fois, c'est un argument en plus pour vous pousser à bien étudier ce cours et à avoir la conscience professionnelle qui vous pousse à braver les difficultés pour bien étudier ce cours. Alors ici, j'ai bien aimé cette photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce challenge qui était en vogue il y a quelques années. C'était le 10 Years Challenge. Et ici, on voit l'antibiorésistance évoluer à vue d'œil. Alors pour les personnes qui sont pas très familiers avec la microbiologie médicale, ça c'est ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc c'est un test de laboratoire qui permet de tester la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Vous voyez que sur la boîte de pétri, vous avez une pousse bactérienne et les points blancs correspondent à des disques chargés en antibiotiques. Donc vous voyez qu'en 2013, la plupart des disques d'antibiotiques, ben, ils arrivaient à inhiber la prolifération des bactéries autour d'eux, ce qui n'est pas forcément le cas en 2023. Nous voyons qu'il y a énormément de résistance qui se développe et c'est vraiment très, très, très malheureux et ça nous attriste au quotidien en tant que praticien. Donc ça, c'était vraiment la partie sensibilisation de ce webinaire. Alors, maintenant, on a parlé de la difficulté du cours. On a vu pourquoi on devrait braver ces difficultés pour étudier ce cours. Maintenant, on va discuter du pourquoi ce cours est si compliqué à étudier ou à appréhender. Donc, première cause, c'est que généralement, les cours des antibiotiques sont des cours qui sont très longs et voire ennuyants parce que il y a beaucoup d'informations. Donc, j'ai pris des exemples comme ça. Ça, c'est un support de cours qui fait 31 pages. Vous avez aussi les supports PowerPoint, 99 diapos. Donc, je comprends que ça puisse décourager. Surtout, comme je vous l'ai dit, il faut remettre les choses dans le contexte. Généralement, vous avez, pour les étudiants en pharmacie, j'en parle parce que je sais ce que c'est. Vous avez des fois 70 cours, 80 cours par semestre ou par trimestre. Et vous avez au milieu un cours, un ovni de cours qui compte 99 diapos, voire 100 diapos. Donc, je sais que c'est pas évident et que le fait d'éliminer ce cours, bah, c'est une solution qui se présente et qui est, la plupart du temps, celle qui est privilégiée par les étudiants. Donc, aussi, en fait, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup d'antibiotiques et il y a beaucoup d'informations à connaître pour chaque antibiotique. Donc, ça fait beaucoup et je comprends que ça puisse vous décourager. Alors, il y a aussi il y a aussi le fait que généralement le cours des antibiotiques, bah, ça dure. Je pense que ça s'est coupé. Alors, je disais, il y a aussi le fait que le cours des antibiotiques, bah, ça dure très souvent, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça prend des heures, des fois, jusqu'à 4 heures, 3 heures, et donc ça décourage. Du coup, est-ce que vous m'entendez toujours? Je pense que c'est bon, oui. Donc, je disais, le cours des antibiotiques, ça décourage, surtout que c'est très lent et il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de notions à retenir. Donc, ça favorise, disons, l'élimination du cours. Aussi, on va se le dire, la plupart du temps, même pour les enseignants, c'est un cours qui est difficile à enseigner, je peux en témoigner. Et la plupart du temps, vers la fin de la séance, le cours se transforme en une séance de lecture de diapos. Donc, c'est pas évident aussi pour les étudiants après de se retrouver dans ce tas d'informations. Donc, il y a aussi ça qui favorise aussi, comme je l'ai dit, l'élimination de ce cours. Donc, j'ai essayé de résumer un peu les points qui font la complexité de ce cours. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, le nombre important d'antibiotiques à étudier, la densité d'informations pour chaque molécule ou pour chaque famille, le fait aussi que le cours des antibiotiques, bah, ce soit l'intersection, où il se trouve à l'intersection entre beaucoup de disciplines. Vous avez des notions de microbio, vous avez des notions d'infectieux, vous avez des notions de pharmaco, vous avez également des notions de biologie cellulaire, on va le voir aujourd'hui avec les résistances, des notions aussi de biochimie. Donc, c'est pas évident de maîtriser tout ça pour pouvoir bien étudier le cours. Il y a aussi certaines lacunes en microbiologie médicale, parce que le plus souvent, vous faites le cours des antibiotiques au début du programme, donc vous ne maîtrisez pas encore
la classification des bactéries, vous ne maîtrisez pas encore les spectres d'action. Donc, ça rajoute encore en complexité. Et aussi, ça aussi, j'ai beaucoup de retours dans ce sens, c'est le fait de ne pas savoir comment choisir ou ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir. Donc en fait, j'ai beaucoup de questions qui vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire, que ce soit pour l'examen ou pour notre pratique, et qu'est-ce qui est accessoire ou plutôt du ressort de la spécialité. Donc toutes ces problématiques-là, on va essayer un peu d'en discuter aujourd'hui et d'y apporter des solutions. Alors ça, c'est juste pour vous montrer, pour les personnes qui ne sont pas familiers avec le domaine, ça c'est juste pour vous montrer un peu le nombre d'antibiotiques qu'il y a. Alors ça, c'est vraiment pas une liste exhaustive, donc il y a encore beaucoup de molécules et ça diffère selon les pays. Donc ça, c'est juste disons un petit préambule sur ce qu'on a à retenir dans ce cours. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit, la difficulté de la microbiologie en général, parce que le cours des antibiotiques, il fait partie du module de microbio, et le fait de ne pas maîtriser certaines notions, ben, ça porte préjudice, et ça vous pousse à apprendre, entre guillemets, bêtement les choses, sans pour autant bien les comprendre. Donc, moi aujourd'hui, j'ai essayé de vous apporter des réponses dans ce sens, mais avant ça, j'aimerais ouvrir le débat, j'aimerais un peu avoir vos retours par rapport à ce cours pour surtout les personnes qui ont eu ce cours durant leur cursus. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions? Est-ce que, comme la plupart des gens, vous avez tout bonnement éliminé ce cours? Donc, j'aimerais avoir vos avis. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro pour interagir. Sinon, vous pouvez écrire sur le chat. Sinon, moi, vous pouvez dire que vous avez éliminé le cours, hein. Je sais que c'est une pratique qui est répandue. Donc j'attends vos réponses. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'écrire sur le chat, sinon vous pouvez ouvrir votre micro pour interagir. Ça me ferait plaisir qu'il y ait de l'interaction. Comme ça ne tourne pas en un cours magistral, parce que c'est pas le but. Alors j'aime beaucoup la réflexion de notre collègue qui nous dit que l'apprentissage ou la connaissance en chimie thérapeutique, ça aide énormément. Oui, oui, je l'avoue. Justement, ça, c'est un point très important concernant le cours des antibiotiques. Le fait d'avoir, ou plutôt de rencontrer ce cours dans différents modules. Donc, vous allez le faire en microbio. Pour les médecins, je crois que vous le faites aussi en infectieux. Vous le faites également en pharmaco. Pour les pharmaciens, vous allez le faire aussi en thérapeutique. Donc, je comprends, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça aide énormément d'avoir vu ce cours dans un autre module. Alors voilà, votre collègue vous dit aussi que elle n'a vu ou elle n'a révisé que la famille des bêta-lactamines, sans doute parce que c'est la famille la plus utilisée, mais aussi c'est la famille que vous allez le plus souvent rencontrer dans les examens. Donc je ne peux que vous comprendre. Un autre témoignage qui nous dit j'ai pas pu apprendre toutes les classifications des antibiotiques, donc j'ai éliminé le cours. Donc voilà, c'est malheureusement ce qui est le plus souvent rencontré parmi les étudiants en pharmacie et même en médecine et en chirurgie dentaire. Votre autre collègue nous dit en vérité j'ai commencé la révision par le cours des antibiotiques وحصلت معاه 3 jours. Après خليته هو التالي cette conférence j'ai fait وقتها. Donc je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que je vais vous apporter des réponses. En tout cas, restez jusqu'à la fin et Inch'Allah, ça sera bénéfique pour vous. Justement, oui. Voilà. Donc, c'est à peu près, ça va grosso modo dans le même sens. Euh, donc, c'est soit vous avez étudié le cours et ça vous a pris énormément de temps et énormément d'énergie, ce que je peux comprendre, soit vous avez tout simplement éliminé le cours ou là vous vous êtes focalisé sur une partie en particulier, la famille des bêta-lactamines. Donc, Ryan aussi il nous dit qu'il est team bêta-lactamine, donc je ne peux que vous comprendre.
Oui, docteur, Anna, j'ai éliminé le cours pendant ma troisième année médecine, mais après, toute seule avec des schémas récapitulatifs. Mais même avec cette méthode et tout, j'ai oublié les détails de chaque classe. Alors justement, c'est ça le problème de ce cours. Donc vous voyez, c'est vraiment, on touche du doigt le point où ce qui m'a poussé à organiser ce webinaire, c'est que vraiment ce cours, il est difficile à approcher et même si vous arrivez à l'étudier pour l'examen, qu'est-ce que concrètement vous allez garder pour après pour votre parcours. Et Inch'Allah, je vais essayer de répondre à ce genre de questions et ce genre de problématiques. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir ces réponses. Alors, je vous remercie pour votre interaction. J'aime beaucoup l'énergie de l'audience. Et n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ça me ferait aussi plaisir de vous entendre et d'avoir une interaction vocale, disons. Donc, on va continuer. Donc, j'estime que le premier objectif a été atteint. Euh, on a cerné ensemble la problématique existante autour de ce cours. Donc, on a pu aussi avoir des témoignages de certains de vos collègues qui attestent de cette difficulté. Maintenant, on va commencer, on va essayer d'aller vraiment au fond des choses et on va essayer de voir que, en fait, il y a pas mal de notions de base qui vous échappent aussi et qui vous empêchent de bien retenir ce cours. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition des antibiotiques. Et ensuite, on va parler des résistances avant de parler de la classification des antibiotiques, parce que ce sont des notions qui sont nécessaires à connaître pour bien étudier ce cours. Alors, déjà, pour débuter, il faut savoir que le terme antibiotique, déjà, rien le terme, il y a pas mal de définitions sur ce terme. Donc, j'ai essayé de consulter quelques définitions de sites de référence ou de manuels de référence. Donc, vous avez MSD Manuel qui nous dit que le terme antibiotique ne correspond qu'aux antimicrobiens produits par des bactéries ou des champignons, mais il est souvent utilisé comme synonyme de tous les médicaments antibactériens. Alors déjà, il y a la nuance entre antibiotique et antibactérien. Le terme exact pour cette classe ou cette famille de molécules, c'est le terme antibactérien, parce que ce sont des molécules qui vont agir sur les bactéries. Le terme antibiotique, il était selon MSD Manuel, réservé aux antimicrobiens produits par des bactéries ou des champignons, c'est-à-dire seulement les molécules naturelles. Mais le terme a glissé et on parle maintenant d'antibactériens ou d'antibiotiques. Alors, selon le Vidal, le terme antibiotique, ben, il regroupe toutes les substances, qu'elles soient chimiques, naturelles ou synthétiques, qui auront une action sur les micro-organismes, que ce soit les bactéries, les protozoaires, les champignons ou les helminths. Donc en fait, le terme antibiotique, c'est un terme qui est, disons, pas exact d'un point de vue sémantique. Le vrai terme que l'on devrait utiliser, c'est le terme antibactérien. Mais comme le terme a glissé, donc on peut utiliser antibiotique et antibactérien d'une façon interchangeable. Donc, ceci étant mis de côté, maintenant, pour la suite de ma présentation, je vais utiliser les termes antibiotique et antibactérien de façon interchangeable. D'accord? Et c'est ce qui est aussi accepté dans la communauté scientifique. Alors, concernant maintenant la définition, donc ça c'est la définition qui est globalement acceptée, même si vous trouverez des différences selon les sources. Donc, l'antibiotique ou l'antibactérien, c'est toute substance naturelle d'origine biologique élaborée soit par un organisme vivant ou semi-synthétique ou purement chimique. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'origine de la molécule n'est pas très importante. Elle peut être naturelle, elle peut être synthétisée chimiquement ou elle peut être carrément hémisynthétique. C'est-à-dire qu'on va prendre le squelette à partir d'une molécule naturelle et on va réaliser des modifications structurales. C'est le cas par exemple pour la famille des pénicillines. La pénicilline G est une molécule naturelle alors que les autres pénicillines sont des molécules semi-synthétiques, c'est-à-dire qu'on a pris le squelette des pénames, donc le squelette de base de la pénicilline G, et on a effectué des modifications structurales. C'est ce qu'on appelle l'hémisynthèse ou la semi-synthèse. Alors, les propriétés que l'on va retrouver dans un antibiotique, c'est évidemment l'activité antibactérienne, donc c'est ça ce qui nous intéresse, l'activité au milieu organique et la bonne absorption et la bonne diffusion dans l'organisme. Donc, ces notions-là sont très importantes, c'est-à-dire que un antibiotique n'est pas seulement un antibiotique pour son activité antibactérienne, mais aussi par rapport à ses propriétés pharmacologiques. D'accord? Ça, c'est assez important et c'est une nuance que vous devez maîtriser. Donc, on va en parler un peu plus tard lorsqu'on va faire la différence avec les désinfectants et les antiseptiques.
Alors, maintenant, j'ai repris une autre définition d'une autre source qui dit que les antibiotiques sont toutes substances chimiques, naturelles ou de synthèse, agissant spécifiquement sur une étape fondamentale du métabolisme des micro-organismes. Alors, je vais vous poser exactement la même question que notre enseignant nous avait posée lorsqu'il nous avait mis cette planche. Il nous a demandé, selon vous, quel est le mot-clé de cette définition? Alors, selon vous, quel est le mot-clé de cette définition? Alors, métabolisme, oui. Donc, je prends. Alors, qui a une autre idée? Alors, métabolisme, ok, métabolisme toujours. Est-ce qu'on a une autre idée? Étape, ok. Alors, vous êtes pas loin, mais c'est pas le terme que je cherche. Et vous allez comprendre pourquoi. Exact, exactement, exactement. C'est la spécificité d'action. Alors, voilà, vous avez trouvé, bravo. Donc, c'est le terme spécifiquement. Donc, l'adverbe spécifiquement, c'est le mot-clé de cette définition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'antibiotique, par définition, il a une cible moléculaire qui est présente sur la bactérie. C'est-à-dire que si vous prenez une bêta-lactamine, ben, la bêta-lactamine, elle va agir sur la paroi bactérienne. Si vous prenez un aminoside, eh bien, l'aminoside, il va agir sur le ribosome. Si vous prenez la colistine, ben, la colistine elle va agir sur la membrane cytoplasmique. Donc, vous avez une cible spécifique sur la bactérie. Alors, effectivement, les autres termes que vous avez employés sont tout aussi importants. Étape et métabolisme, c'est-à-dire que cette cible, elle va faire partie du métabolisme de la bactérie. Donc, grosso modo, l'antibiotique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va parasiter ou il va court-circuiter le fonctionnement du métabolisme bactérien, mais d'une manière spécifique. Alors, pourquoi ce terme est clé? Parce que vous avez la différence entre les antiseptiques et les désinfectants qui s'articulent autour de ce point. Lorsque vous prenez un désinfectant ou un antiseptique, eh bien, le désinfectant ou l'antiseptique, il n'a pas forcément de cible spécifique. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'eau de Javel ou l'hypochlorite de sodium, ben, l'hypochlorite de sodium, c'est un agent oxydant. Donc, il va pénétrer dans le corps bactérien et il va se mettre à générer des radicaux libres et à oxyder que ce soit les protéines, l'ADN, la membrane cytoplasmique, les phospholipides, etc., etc. Donc, la différence clé, la première différence clé entre antibiotiques et antiseptiques et désinfectants, c'est la spécificité de la source. Plutôt la spécificité de la cible, pardon. C'est-à-dire que les antibiotiques, d'ailleurs, la classification que vous allez adopter dans vos cours, ben, elle est basée sur cette spécificité. Donc, vous allez parler des antibiotiques agissant sur la paroi, vous allez parler des antibiotiques agissant sur le ribosome, etc., etc. Donc, c'est cette spécificité qui donne la définition ou le terme antibiotique. Alors, il y a une deuxième spécificité dont on va parler un peu plus tard. Donc, tout d'abord, je vais essayer de faire la différence, encore une fois, entre certains termes que l'on utilise souvent à tort. Donc, on va parler tout d'abord d'anti-infectieux. Alors, le terme anti-infectieux, vous allez le rencontrer aussi comme un équivalent du terme antibiotique, c'est-à-dire ça sera tout ce qui va agir sur les micro-organismes, que ce soit un antibactérien, antiparasitaire, antifongique, antiprotozoaire, etc., etc. Donc là, on dit c'est un anti-infectieux. Maintenant, pour le terme antiseptique. Alors, vous devez savoir que les antiseptiques, comme je vous l'ai dit, ils vont agir tout d'abord d'une manière non spécifique. Et les antiseptiques, ils seront utilisés sur la peau. D'accord? Donc, les antiseptiques seront utilisés pour détruire les micro-organismes se trouvant sur la peau. Par contre, les désinfectants sont des molécules qui vont être utilisées sur les surfaces inertes, c'est-à-dire pour la désinfection des paillasses, par exemple, dans un laboratoire, pour la désinfection du matériel, etc., etc. Donc, vous avez ici la différence entre les antiseptiques et les désinfectants. Donc, ces deux termes-là, vous ne devez pas les utiliser de manière interchangeable. Donc, par exemple, le gel hydroalcoolique, vous pouvez dire que c'est un antiseptique. Par contre, si vous utilisez une solution, par exemple, d'eau oxygénée pour décontaminer ou pour nettoyer une paillasse de microbiologie, dans ce cas, vous allez dire que c'est un désinfectant. Donc ça, c'est toujours pour la terminologie. Et j'insiste sur le fait que les antiseptiques et les désinfectants ont des sources, ou plutôt ont des cibles, pardon, non spécifiques au niveau des micro-organismes. C'est pour ça d'ailleurs que les spectres sont beaucoup plus larges que les antibiotiques.
C'est-à-dire que les antiseptiques et les désinfectants vont agir sur beaucoup de germes, alors que généralement les antibiotiques, vous allez trouver une certaine spécificité. Donc ça, c'est juste pour récapituler. Ce que vous devez prendre de ce que je viens de dire, antiseptique, produit utilisé pour lutter contre les infections de la peau et des muqueuses, désinfectant, produit utilisé pour éliminer les micro-organismes d'un lieu ou d'une surface. Alors, comme je vous l'ai dit, l'action de ces molécules désinfectantes ou antiseptiques, ce sera une action brutale et non spécifique. Donc, vous allez trouver surtout des mécanismes d'oxydation. Donc, comme je vous ai expliqué, l'oxydation par les agents oxydants comme l'eau oxygénée ou les dérivés du chlore qui vont oxyder les différentes macromolécules constituant la bactérie et ainsi causer un déséquilibre au niveau du métabolisme bactérien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite anecdote, peut-être que vous vous rappelez de ça, mais en avril 2020, Donald Trump avait proposé d'injecter de l'eau de Javel dans le corps pour soigner le Covid. Eh ben, il aurait dû revoir ses cours de microbiologie médicale ou d'hygiène hospitalière parce que par définition, un désinfectant ne peut pas être utilisé justement au niveau de l'organisme parce que il a une toxicité. Et c'est ça le deuxième point de différence entre les antibiotiques et les antiseptiques et désinfectants, c'est que l'utilisation, elle est soumise ou elle est conditionnée par leur innocuité relative par rapport à l'organisme. C'est-à-dire qu'on est censé utiliser un antibiotique à des doses qui feront qu'il soit efficace sans pour autant avoir des effets indésirables. Donc, Donald Trump aurait dû assister à notre webinaire pour revoir ces définitions. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va considérer que cet objectif a été atteint et on va passer au troisième objectif qui est comprendre la résistance. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des réflexions par rapport à ce qui a été dit concernant la définition d'un antibiotique? Non, non, par définition. Alors, on est bien d'accord. On parle des antibiotiques antibactériens. Alors, les antibiotiques antibactériens, comme je vous l'ai dit, ils ont une cible spécifique sur la bactérie. Maintenant, est-ce que vous posez cette question parce que vous avez rencontré certains antibiotiques qui sont utilisés dans d'autres types d'infections? Par exemple, la toxoplasmose. Alors oui, ça reste des exceptions. En fait, l'étude du vivant, l'étude de la microbiologie en général, c'est bourré d'exceptions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne une définition ou là, un modèle à suivre, vous aurez toujours des exceptions. Et vous avez raison de pointer ça parce que vous allez trouver, par exemple, si je dis pas de bêtises pour le traitement de la toxoplasmose, vous aurez des macrolides qui vont être utilisés dans certains cas, ou là, le sulfaméthoxazole, qui est un antibactérien aussi. Donc, ça reste des exceptions, d'accord? C'est-à-dire que la cible sur laquelle va agir l'antibiotique, elle peut se retrouver dans d'autres organismes. Mais en règle générale, c'est-à-dire dans 95%, voire 98% des cas, la cible, elle est spécifiquement bactérienne. D'accord? Mais c'est bien d'avoir, c'est bien de se rendre compte qu'il y a ou qu'il reste des exceptions dans ce sens. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions par rapport à ce qu'on a fait? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Donc, vous aurez aussi le temps à la fin pour poser vos questions, éventuellement, lors de la session questions-réponses, à la fin du webinaire. Alors maintenant, on va passer à la partie des résistances. Donc, on va essayer de comprendre les résistances aux antibiotiques, comment elles se développent, pourquoi elles se développent et surtout, euh, comment la compréhension des mécanismes de résistance va nous aider à mieux comprendre la classification des antibiotiques. Parce qu'en fait, généralement, et ça c'est un parti pris personnel, généralement on enseigne d'abord la classification des antibiotiques, ensuite on reparle des résistances. Moi j'ai toujours été partisan de faire l'inverse, c'est-à-dire de parler d'abord des résistances,
Ensuite, d'introduire la classification des antibiotiques, parce que vous allez le voir, la classification des antibiotiques et les différentes familles d'antibiotiques, ben, elles suivent une évolution naturelle due au développement de résistance. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, on va commencer par la première question de cette partie. Donc, cette partie, on va la structurer en questions. Alors, la question, je pense que vous avez normalement tous la réponse. Alors, qui a découvert selon vous les antibiotiques? Je pense que tout le monde le sait. Donc, j'attends vos réponses. Alors, la question, c'est, elle est écrite en haut de la planche, c'est qui a découvert les antibiotiques? Donc, normalement, c'est une notion que vous avez dû déjà étudier, que ce soit à la fac ou même avant. Le lycée, normalement, on nous en a parlé déjà. Exactement, c'est Alexander Fleming. C'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline G au début du XXe siècle. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de découverte de la pénicilline G, mais l'histoire de la découverte de la pénicilline G, en fait, si Alexander Fleming travaillait dans un laboratoire de microbiologie médicale, ben, il se serait fait gronder parce qu'en fait, il a commis une erreur. C'est qu'il a laissé une de ses boîtes de pétri ouverte. Et évidemment, une fois que tu laisses ta boîte de pétri ouverte, ben, tu auras des contaminations. Et dans n'importe quel laboratoire de microbiologie médicale, ben, on va te crier dessus parce que comme ça, tu vas perdre ta culture, tu vas avoir une contamination et tu vas perdre du temps parce qu'il faudra réisoler le germe encore une fois. Ben, lui, il a eu de la chance parce que cette erreur ben, lui a permis de découvrir l'existence des antibiotiques. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il avait une culture de Staphylococcus aureus et dans cette boîte de pétri ben, qu'il a laissée ouverte, il y a eu un dépôt de moisissures. Donc les moisissures, ça existe au niveau de l'air, c'est en suspension dans l'air. Et il y a eu le développement d'une moisissure, c'est une espèce de pénicillium. Et cette espèce de pénicillium, ben, elle a empêché la prolifération du Staphylococcus aureus. Donc lui, il a posé l'hypothèse que le pénicillium a sécrété une substance qui a inhibé la pousse du Staphylococcus aureus. Et c'est comme ça, après, qu'il a pu isoler et purifier la pénicilline G et il avait découvert les antibiotiques. Alors, cette découverte est une découverte dans le cadre de la sérendipité. Alors, que veut dire la sérendipité? C'est le fait de faire une découverte scientifique au hasard. D'accord? Donc, c'est un terme qui est apparu il y a pas très longtemps dans les dictionnaires. Donc, c'est le fait de faire une découverte scientifique totalement au hasard. Et c'est ce qui s'est passé avec Alexander Fleming et la pénicilline G. Il ne cherchait pas l'existence ou il ne cherchait pas à découvrir les antibiotiques forcément. Il était en train de faire ses activités de microbiologiste et il est tombé dessus, mais il a quand même eu de la suite dans les idées parce qu'il s'est posé les bonnes questions et il a posé la bonne hypothèse. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler ça. Alors maintenant aussi, il y a une deuxième notion que j'aimerais souligner. Je pense que tout le monde connaît la pénicilline G, mais pas beaucoup de personnes savent pourquoi elle est appelée pénicilline G. Donc moi, pour ma part, la première fois où j'ai étudié ce cours, je me suis posé la question, pourquoi on ne l'avait pas tout simplement appelée pénicilline 1 ou pénicilline A? Pourquoi on l'appelait pénicilline G? Alors le G, c'est pour gold standard. Alors gold standard, ça veut dire molécule de référence. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pénicilline G. Donc ça, c'est un peu pour votre culture. Et c'est une information que pas beaucoup de gens connaissent, même si elle est assez connue dans le milieu des microbiologistes médicaux. Alors maintenant, je vous pose une autre question. Et là, vous devez faire attention à la nuance. Maintenant, qui a inventé les antibiotiques? Donc, c'est pas qui a découvert, mais plutôt qui a inventé les antibiotiques. Alors, vous faites attention à la nuance dans cette question. Donc, selon vous, qui a inventé les antibiotiques? Si vous avez bien suivi, j'ai déjà donné la réponse. Est-ce que vous avez une idée?
Alors justement, non, ce n'est pas un humain. L'humain n'a fait que découvrir les antibiotiques. Ce sont les micro-organismes eux-mêmes qui ont inventé les antibiotiques. Donc, comme on l'a vu dans l'expérience de Fleming, ce n'est pas lui qui a synthétisé la pénicilline G, c'est l'espèce de pénicillium exactement. C'est les micro-organismes, exactement. Donc, c'est l'espèce de pénicillium elle-même qui a synthétisé l'antibiotique. Donc, l'origine à la base des antibiotiques, ce n'est pas une origine humaine, mais plutôt une origine microbiologique. C'est-à-dire que ce sont les champignons et les bactéries qui ont inventé les antibiotiques. Maintenant, je vous pose la question, selon vous, pourquoi? Quel est l'intérêt pour une bactérie ou pour un champignon de développer un antibiotique et de le sécréter dans l'environnement extérieur? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je vous mets juste cette liste, ça c'est pour juste pour avoir une idée. Vous voyez que il y a pas mal d'espèces, que ce soit de champignons ou de bactéries, qui ont synthétisé beaucoup d'antibiotiques. Donc, il y a beaucoup de classes qui sont issues. Exactement. Donc, comme l'a dit Ryan en commentaire, c'est un moyen de défense. Donc, à la base, les antibiotiques sont un moyen de défense, voilà, pour se protéger et pour s'imposer dans le milieu. Donc, le but de la synthèse des antibiotiques, c'est de s'imposer ou de permettre à l'espèce de s'imposer dans le milieu. Donc, le Penicillium notatum, il a synthétisé la pénicilline G pour empêcher le Staphylococcus aureus de proliférer et ainsi pour pousser lui-même sur ce milieu de culture. Donc, c'est dans un cadre du rapport d'adversité. Donc, c'est ça la réponse à la question qui a inventé les antibiotiques. Donc, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. En fait, les antibiotiques produits par le champignon vont éliminer la population bactérienne et l'empêcher de proliférer et ainsi favoriser la prolifération de l'espèce de pénicillium dans le milieu. Alors, un autre exemple un peu moins connu, c'est par rapport à la colistine. Donc, normalement, les étudiants en sciences médicales, vous avez déjà au moins rencontré une fois dans votre parcours, que ce soit dans un cours ou même peut-être à l'hôpital, cette molécule qui est la colistine. Donc, pour les personnes qui ne la connaissent pas, donc c'est une molécule qui fait partie de la classe des polypeptides ou des antibiotiques polypeptidiques, plus précisément de la famille des polymyxines, qui est produite par le Bacillus polymixa, qui est une espèce de bacillus, qui est un bacille gram-positif. Vous voyez l'aspéogramme, donc vous voyez que c'est un bacille à gram positif. Donc ce sont des bâtonnets colorés en violet. Et vous avez la très belle structure de la colistine en bas à gauche. Alors pourquoi je vous montre cette planche? En fait, parce que comme je vous l'ai dit, ben, le Bacillus polymixa, il synthétise la colistine. Alors, c'est quoi le mécanisme d'action de la colistine? Ben, la colistine, elle va agir sur la membrane externe des bacilles à gram négatifs. Donc, elle va déséquilibrer ou déstabiliser la membrane externe et elle va causer l'éclatement de la bactérie dû à ce déséquilibre dans la membrane externe, constitué entre autres par le LPS. Alors maintenant, on va faire juste un petit rappel sur la structure des grammes plus et des grammes moins. Donc, vous voyez que pour les grammes négatifs, leur paroi est constituée d'une petite proportion de peptidoglycanes et d'une membrane externe de nature phospholipidique. Par contre, pour les grammes positifs, vous avez la structure qui est très riche en peptidoglycanes et on n'a pas de membrane externe. Alors maintenant, la réflexion qu'il faut se faire, c'est que si une bactérie ou un micro-organisme synthétise un antibiotique et que cet antibiotique va agir sur les autres espèces, l'idéal pour lui, ça serait que cette substance n'ait aucun effet sur lui. Donc, l'idéal pour lui, ça serait qu'il soit résistant à cet antibiotique. Et c'est le cas pour le Bacillus polymixa. Alors, le Bacillus polymixa, étant donné que c'est un gram positif, il ne va pas subir l'action de la colistine parce que la colistine ne va pas pouvoir arriver à sa membrane plasmique. La colistine, elle n'agit que sur les membranes de type phospholipidique. Par contre, pour les grammes négatifs, étant donné qu'ils ont une membrane externe, donc la membrane externe, ça sera l'endroit où va agir la colistine. Donc, autrement dit, le Bacillus polymixa, il a synthétisé une molécule qui va agir seulement sur les bactéries gram négatifs, alors que lui, c'est un gram positif. Donc, vous voyez que les micro-organismes ont d'abord inventé des antibiotiques, mais ils ont aussi inventé la résistance. C'est-à-dire que tout micro-organisme qui synthétise une substance, ben, il doit s'assurer que
la substance, elle ne va pas agir sur lui. Et vous allez trouver dans vos cours, dans la partie polymyxine, spectre antibactérien, les bactéries gram négatifs sont résistants à la polymyxine, les bactéries à gram positifs. Donc, vous voyez que les micro-organismes ont d'abord inventé les antibiotiques, mais ils ont aussi inventé la résistance. Donc, la réponse à la question qui a inventé la résistance aux antibactériens, eh bien, ce sont les micro-organismes eux-mêmes. Est-ce que c'est clair pour cette notion? Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions sur ce que je viens de dire? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va rentrer directement dans la partie des résistances. Alors, en fait, les résistances se divisent en deux parties. Vous avez ce qu'on appelle les résistances naturelles et vous avez ce qu'on appelle les résistances acquises. Alors, on va commencer par les résistances naturelles. Alors, pour les résistances naturelles, ça veut dire que si vous prenez toutes les bactéries de ce type ou de cette espèce ou de cette famille, elles seront résistantes à cet antibiotique. Alors, je vais prendre l'exemple que l'on vient de citer. Les espèces de bacillus sont toutes sensibles, résistantes à la colistine. Donc, c'est une résistance naturelle. C'est-à-dire que la bactérie, de par sa constitution, de par la façon avec laquelle elle s'organise, l'antibiotique il ne peut pas agir sur elle. Il n'a pas d'action sur elle. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une résistance naturelle. Donc, la résistance naturelle, on dit que tous les isolats de la même espèce sont naturellement résistants, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tester la résistance. C'est-à-dire que si vous me dites j'ai un Bacillus polymixa, je vais vous dire directement qu'il est résistant à la colistine. J'ai pas besoin d'effectuer un test, j'ai pas besoin de faire ni de test phénotypique ni de test génotypique pour vous dire que le Bacillus polymixa est naturellement résistant à la colistine. Donc, c'est ce qui va définir le spectre d'activité d'un antibiotique. C'est-à-dire que l'activité d'un antibiotique, elle sera définie d'abord par ses résistances naturelles, par les résistances naturelles, des bactéries à cet antibiotique. Donc ça, c'est le premier point. Alors, un autre point, c'est que la résistance, elle est due à la structure chromosomique de la bactérie. C'est-à-dire que la bactérie, elle va synthétiser des choses ou elle va se protéger de cet antibiotique dû à des gènes qui se trouvent dans ses chromosomes. Alors, le meilleur exemple, et j'ai laissé cet exemple pour cette partie, c'est l'exemple des mycoplasmes. Alors, les mycoplasmes, ils n'ont carrément pas de peptidoglycanes dans leur, paroi. D'accord? Donc, ils vont être naturellement résistants à tous les antibiotiques agissant sur la paroi. Donc, si vous mettez de la vancomycine sur une infection à mycoplasme, eh bien, le mycoplasme, il va juste il va rien se passer parce que la vancomycine n'a pas de cible sur le mycoplasme. Et ça, c'est l'une des figures ou l'une des formes de la résistance naturelle. Donc, il y en a par exemple, la vancomycine, elle n'a pas de cible, donc elle ne va pas agir sur la bactérie. Autre exemple, cette fois-ci par rapport aux bêta-lactamines. Donc, les bêta-lactamines aussi, elles ne vont pas agir sur les mycoplasmes parce que justement, les mycoplasmes n'ont pas de paroi, donc elles n'ont pas de peptidoglycanes, donc elles n'ont pas de cible d'action. Et c'est ce qui est défini comme étant une résistance naturelle. D'accord? Maintenant, pour la résistance acquise. Alors, la résistance acquise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de base, l'espèce Hadi, durant son évolution, elle était sensible à l'antibiotique, mais elle a appris à résister à cet antibiotique dans le temps. Donc, je reprends un autre exemple. Si vous prenez la Escherichia coli. Escherichia coli, c'est un bacille gram négatif entérobactérie qui est naturellement sensible à toutes les bêta-lactamines. Donc, avec le temps, Escherichia coli a appris à résister à certaines bêta-lactamines. Donc, là, on parle de résistance acquise. C'est-à-dire qu'à la base, elle était sensible, mais elle a acquis des mécanismes qui lui ont permis de résister. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle a appris la résistance. Donc, la résistance acquise, par contre, on doit tester. Donc, vous devez tester l'antibiotique avec la bactérie. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on avait vu des antibiogrammes. Donc, les antibiogrammes, ils nous permettent de distinguer les résistances acquises. Donc,
L'antibiogramme, il permet de tester des antibiotiques qui sont normalement actifs sur une bactérie pour voir est-ce que la bactérie elle a appris à y résister ou elle est toujours sensible. D'accord? Donc j'espère que vous avez saisi cette nuance. Par contre, pour les résistances acquises, donc ça peut être acquis soit par mutation ou par acquisition d'un gène étranger. Ça, on va en parler un peu plus tard. C'est juste pour vous dire que la résistance naturelle, c'est au niveau chromosomique et la résistance acquise, elle peut être chromosomique et elle peut être plasmidique. Ça, on va l'expliquer juste un peu plus tard. Alors, je reprends cette photo parce qu'elle illustre très très bien le problème de la résistance. Donc, vous avez tout d'abord une bactérie qui a du peptidoglycane dans sa paroi. Donc, l'inverse, c'est les mycoplasmes, c'est-à-dire la majeure partie des bactéries. Vous allez utiliser une bêta-lactamine. Donc, la bêta-lactamine, elle va tuer la bactérie. La bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre à contrer la bêta-lactamine en synthétisant une bêta-lactamase, c'est-à-dire une enzyme qui va dégrader la bêta-lactamine. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé des inhibiteurs de bêta-lactamase. Le fameux augmentin, par exemple, il est constitué d'amoxicilline et d'acide clavulanique. L'acide clavulanique, c'est un inhibiteur de bêta-lactamase. Donc, là, vous avez une manifestation de ce qu'on appelle la résistance acquise. C'est-à-dire que les bactéries ont appris à résister aux bêta-lactamines en synthétisant des bêta-lactamases. Et c'est ce qu'on appelle la résistance acquise. Alors, le problème qui se pose, c'est que les résistances, elles peuvent être croisées ou là associées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une résistance croisée? Ça veut dire que lorsque la bactérie apprend à résister à une molécule, elle apprend à résister à toutes les molécules de la famille. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple, le Staphylococcus aureus, si il apprend à résister à la méticilline, il apprend à résister à toutes les bêta-lactamines. Donc ça, c'est une résistance croisée. C'est-à-dire que par le même mécanisme, il va résister à la méticilline et à toutes les bêta-lactamines. Ça, c'est la résistance croisée. Par contre, les résistances associées, c'est-à-dire que la bactérie Hadi, elle va apprendre à résister à plusieurs familles d'antibiotiques avec différents mécanismes. Donc là, on va commencer à parler des bactéries qui font peur parce qu'elles apprennent à résister à plusieurs familles d'antibiotiques. La résistance croisée, à la rigueur, elle n'est pas très très grave parce que tu as juste à changer de classe. Si tu es face à un SARM, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, qui résiste à toutes les bêta-lactamines, tu vas utiliser un aminoside ou là tu vas utiliser la vancomycine. Par contre, les résistances associées, ça veut dire que ça va te résister aux bêta-lactamines, aux aminosides, éventuellement aux macrolides, à la vancomycine, etc., etc. Donc, le problème maintenant, c'est qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des bactéries multirésistantes ou des bactéries hautement résistantes émergentes. Donc, ce qu'on appelle les BMR ou les BHRE. Alors, Hadou, c'est ce qui nous pose problème énormément dans notre pratique courante. Alors, tout à l'heure, les antibiogrammes que je vous ai montrés avec beaucoup de résistance, ce sont des BMR ou des BHR. Donc, vous voyez ici, vous avez des exemples de BMR et de BHRE. Vous avez le SARM, le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Vous avez les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Et vous avez actuellement, ce qui nous fait très très peur, c'est les entérobactéries productrices de carbapénémase. Ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, le problème, c'est que cette résistance, elle est sacrément encouragée par le mésusage ou l'utilisation abusive des antibiotiques. Alors, il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce n'est pas l'antibiotique qui va créer la résistance, mais l'antibiotique va seulement la sélectionner. D'accord? Alors, la sélection par un antibiotique, elle va se faire selon plusieurs mécanismes. Donc, l'un des mécanismes que l'on va discuter, c'est les mutations. D'accord? Donc, par exemple, vous avez les résistances qui seront acquises par mutation à partir des chromosomes et vous avez les résistances qui seront acquises de manière extra-chromosomique par des éléments mobiles. Autrement dit, la bactérie, pour résister ou pour apprendre à résister, elle va soit modifier son génome avec des mutations, soit carrément acquérir des gènes de résistance à partir d'autres bactéries qui ont, elles, appris à résister. Donc, c'est soit هي تتعلم وحدها
soit on va lui donner de l'aide à travers un gène étranger, ce qu'on appelle la résistance extra-chromosomique, qui est portée par des éléments génétiques mobiles. Donc, la mutation, ou plutôt les mécanismes génétiques d'acquisition des résistances, c'est soit la mutation ou le transfert de gènes. Alors, on va essayer de détailler ça rapidement. Donc, pour les mutations, alors, ce que vous devez savoir, c'est que chez les bactéries, les mutations, c'est quelque chose qui se passe très souvent. D'accord? Donc, la bactérie, elle va faire varier aléatoirement son génome. C'est-à-dire qu'elle va changer des fois des paires de bases ou des bases dans son ADN dû à plusieurs mécanismes. Alors, si par hasard ou dû à une variation aléatoire, une mutation, elle va causer une résistance à l'antibiotique, donc on aura un mutant résistant qui sera sélectionné une fois on va administrer l'antibiotique. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Donc ici, vous voyez que les bactéries grises, elles sont toutes sensibles à l'antibiotique Y. Alors, un jour, par une variation aléatoire du génome due à une mutation, la bactérie en rouge, elle va subir une mutation, ou la mutation, elle va la rendre résistante. On va voir plus tard comment ça va se manifester. Donc, la mutation, elle va rendre la bactérie résistante, donc la bactérie, elle est colorée en rouge. Alors, si on a un traitement par l'antibiotique Y, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'antibiotique Y, il va attaquer toutes les bactéries, et il va nous laisser la bactérie rouge qui va résister et après, on aura une disparition des bactéries sensibles et une apparition des bactéries résistantes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on utilise un antibiotique, il y a un risque de sélection de mutants résistants. Et c'est pourquoi on doit faire très attention à l'usage des antibiotiques. Donc, ici, vous devez comprendre deux choses. Que, un, l'antibiotique, ce n'est pas lui qui cause la mutation. D'accord? Lui, il va seulement sélectionner le mutant résistant. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura un mutant résistant dans le milieu, l'antibiotique va le sélectionner, il va tuer toutes les autres bactéries et il va laisser avec le mutant résistant qui va ensuite proliférer pour nous donner des bactéries résistantes. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois qu'on développe un antibiotique, en l'espace de 15-20 ans maximum, les bactéries apprendront un jour à résister à cet antibiotique. Ce qui fait que les traitements par les antibiotiques ont une date de péremption. C'est-à-dire que si vous développez un antibiotique aujourd'hui, un tout nouveau antibiotique, et que vous le mettez sur le marché, ben dans 20 ans, maximum 20 ans, vous aurez des mutants résistants à cet antibiotique. Donc ça, c'est pour la mutation. Alors, concernant l'acquisition de matériel génétique externe, vous devez savoir que les bactéries, ben, elles ne sont pas comme les humains. Elles sont assez solidaires, c'est-à-dire qu'elles vont échanger du matériel génétique entre eux. C'est-à-dire qu'une bactérie, elle peut transférer un gène à une autre bactérie dans ce milieu. C'est comme si votre ami qui a les yeux bleus, ben, vous lui demandez de vous transférer le gène qui a les yeux bleus, et lui, il vous transfère le gène qui a les yeux bleus, et du jour au lendemain, vous avez les yeux bleus. Ben, c'est ce qui se passe chez les bactéries. Et en fait, cette caractéristique-là, elle va les aider énormément à disséminer les résistances. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une seule bactérie apprenne à résister pour que toutes les autres bactéries dans le milieu, ben, elles auront l'occasion d'apprendre aussi à résister à cet antibiotique. Alors, j'ai mis cette figure-là juste pour vous montrer. C'est assez complexe, c'est de la génétique bactérienne, mais c'est juste pour vous montrer que les bactéries, ben, elles ont du matériel génétique qui est constamment échangé entre eux par plusieurs mécanismes. Donc, les étudiants en pharmacie, vous avez fait un cours de génétique bactérienne sur ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je vais dire, c'est seulement que les bactéries, ben, elles apprennent à résister soit par mutation ou alors par acquisition d'un gène d'une autre bactérie qui a elle-même appris à résister par mutation ou alors par le même mécanisme. Donc voilà comment se transmet la résistance. Donc vous avez des mutations, comme on a vu le premier mécanisme. Ensuite, la mutation, ben, elle va se transmettre de manière verticale, c'est-à-dire que la bactérie va transmettre à toute sa progéniture, à toutes les bactéries filles qui seront engendrées par sa division, elle va leur transférer ces gènes, donc ces bactéries-là vont résister. Et vous avez également ce qu'on appelle les transferts horizontaux. C'est ce qu'on a vu, les transferts horizontaux, c'est-à-dire qu'une bactérie va transmettre à une autre bactérie du même environnement ces gènes de résistance. Alors,
Ça, c'est une photo qui parle du traitement de la tuberculose. TB, c'est pour tuberculose. Alors, pour éviter l'avènement des résistances, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ben, on donne des thérapies basées sur plusieurs antibiotiques. C'est-à-dire que si vous donnez, dans le cadre de la tuberculose, vous allez donner 4 antibiotiques. Rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol. Ce qui va se passer, c'est que si une bactérie, avec le milieu, ben, elle résiste à la rifampicine, l'isoniazide va agir dessus. Si elle résiste à la pyrazinamide et à l'isoniazide, ben, la rifampicine et l'éthambutol vont agir dessus. Donc, pour éviter la sélection de mutants résistants dans certains cas, on peut utiliser une polythérapie antibiotique, surtout dans le cas de la tuberculose. La quadrithérapie, elle est préconisée et elle est systématique chez les patients tuberculeux. Donc, le but de la quadrithérapie, c'est d'éviter la sélection de mutants résistants. Alors, maintenant, les gènes, donc on a vu que la résistance est une question de génétique. Donc, c'est soit une mutation de gène, soit une acquisition d'un gène. Mais comment les gènes qui vont muter ou qui vont être acquis, ben, ils vont faire que la bactérie va apprendre à résister. En fait, c'est assez simple, c'est que c'est basé sur un mécanisme pharmacologique basé sur la complémentarité entre un ligand et un récepteur. En fait, pour qu'un ligand se fixe sur un récepteur, il faut qu'il y ait une certaine affinité. D'accord? Donc ça, c'est une notion que vous devez connaître. Même les non-pharmaciens, vous avez déjà eu ça en pharmaco. Alors, ce qui va se passer avec les résistances, c'est qu'en fait, on va jouer sur cette affinité. Donc, par exemple, si vous avez une bêta-lactamine qui va agir sur les enzymes qui synthétisent la paroi bactérienne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que la fixation de la bêta-lactamine, elle ne se fasse pas sur la cible, sur la PLP. Si vous n'avez pas de fixation bêta-lactamine PLP, eh bien, vous n'aurez pas d'action. Donc, la bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit empêcher l'antibiotique d'arriver à sa cible, soit elle va modifier la cible, l'antibiotique, s'il arrive, il ne va pas reconnaître sa cible. Donc, en gros, elle va empêcher la fixation de l'antibiotique sur sa cible. Soit elle va empêcher l'antibiotique d'y arriver carrément, soit elle va le laisser arriver, mais une fois il arrive, il ne pourra pas se fixer parce que la cible, elle sera modifiée. Donc, on a 4 grands mécanismes de résistance. Nous avons l'imperméabilité, nous avons les flux, nous avons l'inactivation enzymatique et nous avons la modification de la cible. Alors, ce que vous devez savoir, c'est une notion extrêmement importante. Alors, la résistance, ce n'est pas un bouton, la bactérie s'installe et elle devient résistante. En fait, la bactérie, les mécanismes, elle va tous les utiliser généralement. Donc, tu as une bêta-lactamase plus une imperméabilité. Tu as une bêta-lactamase plus une modification de la cible. Donc, les mécanismes, mettez-le dans vos têtes, ce sont des mécanismes exclusifs. Chaque bactérie a un mécanisme, ou le mécanisme, il va agir sur un antibiotique. Non, généralement, ce sont un ensemble de mécanismes et un ensemble d'antibiotiques qui sont concernés. Alors, on va commencer par tout d'abord l'imperméabilité. Alors, l'imperméabilité, c'est simple, c'est que l'antibiotique, il ne va pas rentrer dans la bactérie. C'est clair. Donc, elle va fermer ses portes et l'antibiotique, il ne va pas pouvoir entrer dans la bactérie. Si l'antibiotique ne pénètre pas à l'intérieur de la bactérie, ben, il n'aura pas d'action. Ensuite, vous avez les pompes à effluves. Alors, les pompes à effluves, c'est un autre mécanisme. L'antibiotique va pénétrer, donc vous le voyez, alors je vais vous montrer ça sur la figure. Donc ici, vous voyez l'antibiotique qui pénètre, mais directement après, il est recapté par une pompe à effluves et il est expulsé à l'extérieur. Donc ça, c'est le mécanisme de pompe à effluves. Ensuite, vous avez l'inactivation enzymatique. Alors, l'inactivation enzymatique, c'est que l'antibiotique, il pénètre à l'intérieur de la bactérie, mais juste avant d'arriver à sa cible, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va venir, une enzyme spécifique à cet antibiotique va venir et elle va le dégrader. Donc, du coup, il ne va pas atteindre sa cible. Enfin, vous avez la modification de la cible. C'est-à-dire que l'antibiotique, il pénètre, il n'est pas du tout empêché ni de pénétrer ni d'arriver à sa cible, mais une fois il arrive à sa cible, ben, il ne pourra pas se fixer parce que la cible n'est plus la même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une modification de la cible. Alors pour l'imperméabilité, donc normalement, vous savez que, et je l'ai cité tout à l'heure, les bactéries à gram négatif ont ce qu'on appelle un LPS. Le LPS, il fait partie de la membrane externe.
Alors, هذيك la membrane externe, le but نتاعها, c'est de bloquer la pénétration de beaucoup d'antibiotiques. Donc, là, ça rentre dans le cadre de résistance naturelle. C'est-à-dire que toutes les bactéries à gram négatifs ont une résistance naturelle à beaucoup d'antibiotiques, car ces antibiotiques-là ne pourront pas pénétrer à l'intérieur dû à l'existence de la membrane externe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez les porines. Alors, les porines, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des portes. Ils se trouvent au niveau de la membrane externe. Alors, la membrane externe, clairement, c'est une barrière. D'accord? Mais la barrière, il y a des portes. Donc, c'est comme pour sécuriser un bâtiment. Vous allez évidemment mettre des gardes ou des vigiles à chaque entrée. Mais les vigiles, vous devez leur dire, s'il y a une personne, par exemple, qui travaille dans le bâtiment et qui se présente à l'intérieur du bâtiment, ben, le vigile ne doit pas lui refuser l'accès. Donc, c'est un peu ça le rôle des porines. Les porines hadou, ils vont laisser passer certaines molécules d'intérêt pour la bactérie. Donc, une fois qu'il y a eu de la résistance du haut à la membrane externe, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de développer des molécules qui passent par les porines. Parce que les porines, elles ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire qu'elles vont laisser passer les molécules de structure hydrophile. Donc, il suffisait de synthétiser des antibiotiques hydrophiles pour que ces antibiotiques-là puissent diffuser à travers les porines. Alors, la bactérie, en réponse, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou là, les bactéries, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles ont supprimé les porines. Qu'il y a des porines, les bactéries, elles les ont supprimées, donc elles ont empêché l'antibiotique de pénétrer. Donc, là, vous avez toujours la résistance, vous avez action-réaction. Donc, l'action, l'oula, c'était quoi? C'était la synthèse du LPS par les grammes négatifs. La synthèse du LPS, elle va bloquer le passage de beaucoup d'antibiotiques. Les scientifiques, ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des antibiotiques qui diffusent à travers les porines. Ensuite, les bactéries, voyant que les antibiotiques diffusent à travers les porines, elles ont muté leurs porines. Donc, il y a eu une mutation, le gène qui code pour la porine. La porine, elle a changé de structure et ainsi l'antibiotique ne va plus pouvoir pénétrer. C'est ce qu'on appelle une résistance acquise. Donc, vous voyez maintenant la relation entre une mutation au niveau d'un gène et un mécanisme de résistance. Donc, vous avez une mutation qui s'est passée au niveau du gène de la porine. La porine, elle a changé de structure. Donc, vous le savez, les porines, ce sont des protéines. Les protéines ont une structure qui leur confère une fonction. Si on change la structure, la fonction, elle change. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le mécanisme d'imperméabilité. Alors, deuxième mécanisme, beaucoup plus simple, c'est les pompes à effluves. Donc, les pompes à effluves, c'est simple. L'antibiotique, il pénètre à l'intérieur de la bactérie, que ce soit à travers une porine ou là par libre diffusion, et il est directement capté par la pompe à effluves qui va le faire sortir à l'extérieur. Pour l'inactivation enzymatique aussi, c'est assez connu. Donc, vous avez des bêta-lactamases, par exemple, pour les bêta-lactamines, qui sont synthétisées par les bactéries. Une fois trop de la bêta-lactamine, on la laisse pénétrer et la bêta-lactamase va la dégrader. Donc, dans ce cas, on peut utiliser des inhibiteurs de bêta-lactamase comme l'augmentin. L'augmentin, qu'est-ce qu'il va faire? L'acide clavulanique de l'augmentin va bloquer la bêta-lactamase. Donc, une fois la bêta-lactamase est bloquée, l'antibiotique a directement la route pour se diriger vers sa cible et ainsi avoir une action. Alors, concernant la modification de la cible, donc la modification de la cible, c'est très simple. Imaginez que l'antibiotique, il arrive à sa cible. Généralement, ce sont les PLP. Alors, les PLP, ce sont des enzymes de synthèse du peptidoglycane. Les PLP, ce sont la cible des bêta-lactamines. C'est-à-dire que les bêta-lactamines vont bloquer les PLP. Les PLP, ce sont des enzymes de synthèse du peptidoglycane. Une fois on bloque les PLP, ben, il n'y a plus de synthèse de peptidoglycane et la bactérie va mourir. Donc, la bactérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris ces enzymes et elle les a modifiées dû à des mutations ou à l'acquisition de nouveaux gènes. Du coup, la bêta-lactamine, lorsqu'elle arrive au niveau de la bactérie, elle cherche les PLP, elle ne va pas les trouver parce que leur structure a changé. Du coup, vous n'allez pas avoir de fixation de l'antibiotique à sa cible par manque d'affinité. Et c'est ça le terme clé ou le mot-clé de la résistance, c'est l'affinité entre l'antibiotique et sa cible. Tout mécanisme biochimique ou issu évidemment d'un gène qui va modifier l'affinité ou empêcher la fixation
de l'antibiotique à sa cible engendrera de la résistance. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de l'augmentin, on peut combiner ou utiliser des stratégies pour bloquer la résistance, par exemple l'utilisation d'inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc ça, c'est juste un tableau qui résume à peu près les différents mécanismes de résistance. Donc j'ai donné quelques exemples durant mon explication. On ne va pas s'attarder sur ça. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est généralement la partie la plus difficile. D'accord? Et vous voyez que c'est une partie qui a des notions de biologie cellulaire, des notions de biochimie, des notions d'enzymologie. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Donc, maintenant, on va parler de comment détecter les résistances au laboratoire. Oui. La dernière partie concernait les PLP, c'est ça? La modification de la cible? Ok. Alors, on va reprendre. Donc, vous avez les bactéries qui ont un peptidoglycane flaparon تاعهم. Avec le peptidoglycane, il est synthétisé par des PLP. Et tous les PLP, ce sont des enzymes. Donc, imaginez que ce sont des ouvriers qui vont construire un mur. Le mur, c'est la paroi, c'est le peptidoglycane de la paroi. Alors, les bêta-lactamines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pénétrer à l'intérieur et aller fixer les enzymes pour les empêcher de synthétiser le mur. Donc, une fois l'enzyme elle est fixée par la bêta-lactamine, elle est non fonctionnelle. Donc, il n'y a pas de synthèse de peptidoglycane et il n'y a pas de paroi. Donc, il y a décès de la bactérie. Maintenant, la bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire pour résister? Elle va prendre ces PLP et elle va les faire muter. Donc, il y aura des mutations au niveau génétique qui vont avoir une répercussion sur la structure ou l'organisation des PLP, qui sont des protéines. Une fois ça a dit la mutation, donc la bêta-lactamine, quand elle arrive pour fixer la PLP, elle ne peut pas se fixer à la PLP parce que la PLP a changé. Il n'y a plus la même organisation de structure, donc il n'y a plus de fixation, donc il n'y a plus d'affinité et il n'y a plus d'action. Donc, c'est une résistance par modification de la cible. Vous avez aussi le même exemple pour les ribosomes. Il y a certains ribosomes qui vont modifier, plutôt certaines bactéries, pardon, qui vont modifier le ribosome pour empêcher les aminosides ou les macrolides de se fixer à le ribosome. C'est une modification de la cible. Est-ce que c'était clair pour la partie modification des PLP? Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Très bien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser sur le chat. Soit j'y répondrai normalement à la fin, parce qu'il y aura une session de questions-réponses. Alors maintenant, on va parler rapidement, très rapidement, de comment détecter les résistances au laboratoire. Alors, en fait, comment on détecte les résistances? Donc, on va isoler ou on va regrouper plusieurs souches de la même espèce. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire, par exemple, on prend Escherichia coli, on va essayer de regrouper des Escherichia coli de tout le monde, c'est-à-dire des E. coli européennes, des E. coli américaines, des E. coli africaines, etc., etc. Et on va tester la sensibilité de cette souche, ou plutôt de cette espèce, aux antibiotiques. Alors, si vous avez, par exemple, si vous prenez une E. coli avec, disons, une molécule A, et que vous voyez, vous allez tester est-ce que l'antibiotique agit sur la E. coli, et vous avez un grand pourcentage, au-delà de 95% des E. coli que vous avez isolés, qui sont naturellement sensibles. Là, vous allez dire, c'est une sensibilité naturelle, c'est-à-dire que E. coli, de base, elle est sensible à cet antibiotique. Elle peut à tout moment développer des résistances, mais pour l'instant, elle est sensible. Donc, une espèce naturellement sensible, elle est définie par un taux de résistance inférieur à 10%. D'accord? Alors ensuite, si vous testez les espèces et que vous avez un taux de résistance autour de 10%, là, vous dites que cette espèce est inconstamment sensible. Ça veut dire que des fois elle est sensible, des fois elle ne l'est pas.
Donc, on est obligé à chaque fois de tester. Maintenant, si vous avez une grande proportion des espèces qui sont résistantes, là, vous êtes face à une résistance naturelle. C'est-à-dire que toutes les espèces que vous allez rencontrer dans la nature, elles sont résistantes à cet antibiotique. Donc, c'est comme ça que vous savez, par exemple, c'est comme ça qu'on a découvert que les espèces ou les grammes positifs sont tous résistants à la colicine. On a fait plusieurs tests et on a vu que la colicine, elle n'agissait pas du tout sur les grammes positifs. Donc, on a dit que les grammes positifs sont naturellement résistants à la colicine. Donc, je disais par rapport aux résistances, donc l'intérêt des résistances, l'intérêt de l'étude des résistances, c'est d'abord un intérêt. Oui. Alors, j'ai une question. S'il vous plaît, puisque la résistance est liée à la bactérie, pourquoi on trouve des gènes de résistance à un antibiotique, mais d'autres sont sensibles au même antibiotique? Euh, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez me la poser différemment parce que je n'ai pas saisi le sens de la question? Alors, en attendant que votre collègue repose sa question, donc je vais reparler de la résistance de l'intérêt de tester la sensibilité aux antibiotiques. Alors, le premier intérêt, évidemment, il est thérapeutique. Donc, vous allez aiguiller le clinicien pour son traitement. Donc, par exemple, si vous isolez une E. coli, ben, le clinicien, il a bien envie de savoir est-ce qu'il peut traiter avec de l'amoxicilline ou pas. Est-ce que la bactérie est résistante à l'amoxicilline? Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle est résistante à l'augmentin ou pas? Donc l'intérêt, il est tout d'abord thérapeutique. Il y a aussi un intérêt épidémiologique pour le suivi des résistances. C'est-à-dire que vous allez voir est-ce qu'il y a une évolution des résistances au sein de cette espèce. Est-ce que par exemple les E. coli deviennent résistantes de plus en plus aux antibiotiques, etc., etc. Donc dans le sens de la recherche. Alors pour détecter les résistances, vous avez deux façons de faire. Vous avez des méthodes phénotypiques et vous avez des méthodes génotypiques. Alors pour les méthodes phénotypiques, elles sont basées sur les tests de sensibilité aux antibiotiques in vitro. Pour les tests génotypiques, vous allez carrément chercher le gène de résistance. Alors on va commencer rapidement avec les tests phénotypiques. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les tests phénotypiques, ce sont des antibiogrammes. Alors les antibiogrammes, à on dit que ce sont des tests phénotypiques parce que la résistance, on va la voir. D'accord, vous voyez ici par exemple que le disque, il n'agit pas, l'antibiotique disque, il n'agit pas sur la bactérie. Vous avez par contre le disque, vous voyez que c'est sensible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les diamètres et on dispose de tables de conversion qui vont nous permettre de savoir est-ce que c'est résistant ou c'est sensible. Maintenant, il y a une variante, c'est la méthode des CMI. Alors, les CMI, on a des concentrations. Les antibiogrammes, on a des diamètres. Et à partir de ces diamètres et de ces concentrations, on a des tables de conversion qui vont nous permettre de savoir est-ce que c'est résistant ou c'est sensible. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tests phénotypiques, c'est-à-dire que on va juste voir l'expression de la résistance. Par contre, pour les tests génotypiques, on va chercher le gène par PCR. D'accord? Donc, on va chercher est-ce qu'il y a un gène de résistance particulier. En présence de ce gène, on pourra dire qu'il y a la résistance. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour vous simplifier la tâche, c'est ça la différence entre les tests génotypiques et les tests phénotypiques. Alors, je reviens aux questions. Alors, la question, on me la pose très souvent. Est-ce que c'est qualitatif ou bien quantitatif? Alors, en fait, ça dépend. Parce que l'antibiogramme, ça dépend de quelle méthode vous utilisez. Si vous utilisez un antibiogramme par diffusion de disques, comme ici, là, c'est un test qui est qualitatif. À l'aise parce que vous avez sensible, vous avez résistant. Par contre, si vous utilisez un E-test, là, c'est quantitatif parce que ça va vous donner une concentration minimale inhibitrice. Donc, si vous me dites antibiogramme, ça dépend de ce que vous voulez dire. Dans certains cas, le terme antibiogramme, il est utilisé pour test de diffusion de disques en milieu gélosé. Donc, si c'est le cas, c'est un test qui est qualitatif. D'accord? Si antibiogramme veut dire test de sensibilité en général, là, c'est qualitatif ou quantitatif. Parce que si vous déterminez la CMI, c'est quantitatif. D'accord? Donc, la nuance, là, est non. Donc,
vous voyez, on m'a posé cette question plusieurs fois parce qu'apparemment ça tombe pas mal les QCM d'examen. Donc, voyez bien la question. Si on vous dit antibiogramme par diffusion de disque, c'est qualitatif. Si on vous dit antibiogramme tout court, pour moi, c'est qualitatif et quantitatif. D'accord? Alors, j'attends toujours que notre collègue Fatima Zahra reformule sa question parce que franchement, je n'ai pas pu comprendre le sens. La partie, les tests de sensibilité en général, il n'y a pas de souci. Alors, je vais répéter. Donc, je vous ai dit, si le terme antibiogramme, vous le trouvez dans le contexte, c'est un test de diffusion en milieu gélosé. D'accord? Non, le test de diffusion en milieu gélosé, il est qualitatif. C'est-à-dire qu'il va vous rendre un résultat sensible, intermédiaire ou résistant. Maintenant, si vous utilisez le terme antibiogramme dans le cadre de la détermination d'une CMI, par exemple, là, ça sera un test qui est quantitatif. D'accord? Parce que vous aurez un résultat en chiffres. Vous aurez une concentration minimale inhibitrice. 1 microgramme par millilitre, 2 microgrammes par millilitre, etc., etc. Donc, oui, on peut déterminer la CMI par antibiogramme. Vous avez par exemple le E-test. Le E-test, vous avez la bandelette, non, les fait des concentrations croissantes d'antibiotiques. Donc, par exemple, de la partie, vous avez 4, de la partie, vous avez 2, de la partie, vous avez 1. Donc, la CMI, elle se situe autour de 0,5. 0,5 ou 1. D'accord? Donc, là, vous aurez votre résultat selon un chiffre. D'accord? Donc, toute la question, c'est le terme antibiogramme. Dans quel cadre il est utilisé? D'accord? Alors, vous trouverez, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, qu'il y a une des sources les pour antibiogramme, c'est test de diffusion en milieu gélosé. Ou qu'il y a une des pour antibiogramme, c'est test de sensibilité aux antibiotiques globalement. D'accord? Donc, la nuance est là. C'est entre qualitatif et quantitatif. Est-ce que ça rend sensible, résistant, intermédiaire, ou là, ça vous rend un chiffre? Il y a la différence entre qualitatif et quantitatif. Est-ce que c'est clair pour cette partie? Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, j'attends toujours votre collègue Fatima Zahra. J'espère qu'elle ne s'est pas déconnectée. Alors, ça serait beaucoup mieux si... alors voilà, donc sur milieu gélosé, on dépose plusieurs disques imbibés de solutions différentes, de différentes concentrations. Hadi, c'est une autre méthode. Parce qu'en milieu gélosé, vous avez la méthode de diffusion de disques. Alors, généralement, les disques que vous voyez sur la photo, c'est des disques de concentration préalablement étudiés. D'accord? Parce que tout ce qui est les tests de sensibilité est standardisé. D'accord? Donc, mais si des tests imbibés par des solutions de concentration différentes, vous avez ici, par exemple, la méthode en milieu gélosé, les disques, qui ont des concentrations précises. Maintenant, si vous voulez parler pour le même antibiotique de solutions de concentration différentes, vous êtes sur la détermination de la CMI. Alors, la détermination de la CMI, elle peut se faire soit par E-test, soit en milieu gélosé, soit en milieu liquide. D'accord? Donc, c'est une autre technique et je pense, je ne sais pas, est-ce que vous êtes étudiant en pharmacie ou en médecine, mais vraiment, c'est un peu de spécialisation. Donc, j'ai pas trop envie de m'étaler dessus. Si vous avez besoin de ces informations, je vous prie de m'envoyer tout à l'heure un message sur ma page et je vous expliquerai tout ça en détail et je vous donnerai tous les détails des techniques et les référentiels que vous devez consulter si vous voulez connaître les techniques. D'accord? Parce que la technique de détermination de CMI, il y a 3 variantes au moins. D'accord? Ce que vous devez retenir, alors oui, justement, ça se voyait par les questions que vous posiez, ça se voyait que vous étiez la post-graduation. Donc, justement, ça me ferait plaisir d'en parler hors de ce webinaire parce que j'ai pas envie de trop m'étaler dessus, d'accord? Parce que c'est pas du tout l'objectif du webinaire. L'objectif du webinaire, c'est de vous donner une idée globale sur la résistance aux antibiotiques et la classification des antibiotiques. Très bien. Donc, j'attends votre contact.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, donc on va continuer si tout est clair. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante et celle que vous attendez, c'est comment appréhender ce cours. Alors, première chose, ce que vous devez faire incontestablement et obligatoirement, c'est de classer les antibiotiques. Donc, je vous propose la planche qui résume, donc ce sont deux planches, qui résument grosso modo les différentes classes d'antibiotiques selon tout d'abord leur mécanisme d'action. Donc, vous avez les antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne, ici. Ensuite, vous avez les antibiotiques agissant sur la membrane cellulaire, ici. Vous avez les antibiotiques agissant sur la synthèse protéique. Et vous avez les antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Vous devez tout d'abord classer les antibiotiques selon leur mode d'action. Ensuite, vous allez les classer selon les familles chimiques. Donc, parmi les antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne, vous avez les bêta-lactamines, vous avez les non-bêta-lactamines. Ensuite, les bêta-lactamines, vous avez les pénicillines, céphalosporines, monobactam, carbapénem. Pour les non-bêta-lactamines, vous avez les glycopeptides et la phosphomycine. Alors, les molécules soulignées, ce sont, à mon sens, les molécules que vous devez connaître niveau externe, interne, en pharmacie et en médecine. D'accord? Donc, ce sont des molécules que vous devez maîtriser. Donc, je les ai soulignées. Tout à l'heure, je vais vous envoyer, je vais vous mettre à disposition le support et vous pourrez le télécharger. Ensuite, vous avez les antibiotiques agissant sur la membrane cytoplasmique, donc principalement la colistine. Une nouvelle molécule, c'est la daptomycine. Ensuite, vous avez les antibiotiques agissant sur la synthèse protéique. Alors, les antibiotiques agissant sur la synthèse protéique, ils vont agir sur les ribosomes. Alors, les ribosomes bactériens font deux sous-unités. Font la sous-unité 30S et la sous-unité 50S. Donc, vous devez retenir les antibiotiques agissant sur la sous-unité 30S et la sous-unité 50S. Ça, c'est très important. C'est sujet de beaucoup de questions. Ensuite, vous avez les antibiotiques autres agissant sur la synthèse protéique, principalement l'acide fusidique, qui est un antistaphylococcique. Alors ensuite, on passe aux antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques. Donc, les antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques, vous avez principalement les quinolones et les fluoroquinolones. Ensuite, vous avez les antimétabolites ou les antifolates, dont principalement le Bactrim, sulfaméthoxazole, triméthoprim. Alors, comme une première étape, il est primordial, très important, indispensable de classer les antibiotiques. D'accord? Donc, vous devez d'abord, avant de commencer le cours, vous devez maîtriser votre classification. Ça ne sert absolument à rien de prendre le cours et de commencer avec les bêta-lactamines sans avoir une vue d'ensemble. Donc, première étape, c'est maîtriser la classification. D'accord? Deuxième étape, c'est maîtriser le nom des molécules. Donc, vous allez essayer de maîtriser le nom des molécules, au moins les classer, au moins en connaître les grandes familles. C'est-à-dire, si je vous dis ciprofloxacine, vous savez que ça fait partie des fluoroquinolones, vous savez que c'est un antibiotique qui va agir sur les topoisomérases. Donc, ça, c'est primordial. Alors, la première erreur que les étudiants font, c'est le fait de prendre le cours de manière verticale. Vous prenez le cours, et vous commencez. Bêta-lactamine, première molécule, deuxième molécule, troisième molécule, quatrième molécule. Les bêta-lactamines, glycopeptides, première molécule, deuxième molécule. Une fois que les aminosides, vous êtes déjà cuit. D'accord? Donc, l'idée première, c'est que vous devez d'abord et indispensablement maîtriser la classification des antibiotiques par mécanisme d'action et par classe chimique. Ça, c'est la première étape à faire. Deuxième étape, une fois que vous avez maîtrisé ces parties-là, vous allez réaliser des fiches techniques pour chaque antibiotique. Alors, la fiche technique, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir ces différents points de cours. Donc, vous avez tout d'abord structure et classification. Ensuite, vous avez mécanisme d'action, modalité d'action, spectre d'action et indication, données pharmacocinétiques, effets indésirables et autres. Alors, le plan, vous allez le reproduire pour toutes les familles, voire les sous-familles les bêta-lactamines. C'est-à-dire, vous allez prendre les bêta-lactamines, donc vous allez commencer bêta-lactamine, pénicilline. Donc, vous prenez les pénicillines naturelles. Ensuite, les pénicillines antistaphylococciques, les aminopénicillines, etc., etc. Donc, chaque classe ou chaque famille, vous allez lui réaliser sa fiche technique.
Alors pour les bêta-lactamines, ça sera assez long, d'accord? Parce que il y a beaucoup de molécules, il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de sous-classes. Donc essayez de faire une fiche technique pour les bêta-lactamines en général. Donc vous allez mettre les éléments qui vont se répéter dans la classe. Par exemple, les bêta-lactamines, vous aurez le même mécanisme d'action pour toutes les molécules. Donc le mécanisme d'action, ça sera le même. La modalité d'action, ça sera la même. Alors, c'est quoi la différence ou la nuance entre mécanisme d'action et modalité d'action? Mécanisme d'action, c'est le mécanisme, c'est la description du mécanisme. Inhibition des PLP qui participent à la synthèse du peptidoglycane. Inhibition de la dernière étape de synthèse du peptidoglycane par fixation sur les PLP. Modalité d'action, c'est est-ce que c'est bactéricide ou bactériostatique. Donc, vous le savez sans doute qu'il y a certains antibiotiques qui sont bactéricides, c'est-à-dire qu'ils vont tuer la bactérie, qu'il y a certains antibiotiques qui sont bactériostatiques. Ils vont juste inhiber la prolifération de la bactérie. Donc, la modalité, c'est bactéricide, bactériostatique. Et c'est extrêmement important, surtout pour les personnes qui préparent le résident. On vous pose très souvent la question, il y a comme une molécule ou il y a une famille et on vous dit, est-ce qu'elle est bactéricide ou la bactériostatique? Alors, ça c'est pour le mécanisme et les modalités. Pour la structure et la classification, donc vous allez prendre le cours, vous allez trouver le point de structure et classification. Donc par exemple, pour les bêta-lactamines, donc les bêta-lactamines, pourquoi elles sont classées dans la même sous-famille? Parce que fihom le cycle bêta-lactame. Le cycle bêta-lactame, c'est une structure, c'est une amide cyclique que vous allez retrouver dans les molécules. Ensuite, le cycle bêta-lactame, c'est toujours un deuxième cycle. Alors, le deuxième cycle, il peut vous donner le cycle PNAM pour les pénicillines, le cycle CFM pour les céphalosporines, le cycle PNM pour les carbapénem, et s'il n'y a pas de deuxième cycle, comme les monobactam. C'est pour ça qu'on les appelle monobactam, parce que fihom un seul cycle. Donc là, vous avez la classification et la structure, et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, une fois que vous finissez la classification, structure, mécanisme, modalité d'action, vous allez parler du spectre d'action. Alors, le spectre d'action, c'est généralement la partie la plus difficile. Allez, parce que vous n'avez pas assez de connaissances en termes de bactéries. Donc, par exemple, pour les bêta-lactamines, le spectre d'action, en avance, il évolue vers les grammes négatifs. Donc, ça, c'est une astuce pour retenir. Donc, si vous prenez les pénicillines naturelles, un spectre d'action étroit, c'est-à-dire ils vont agir seulement sur les grammes positifs. Ensuite, une fois tous les aminopénicillines, vous avez un élargissement du spectre vers les grammes négatifs. Donc, les aminopénicillines, amoxicilline par exemple, elles auront un spectre d'action large sur les grammes positifs et les grammes négatifs. Par contre, elles ne pourront pas agir sur le Pseudomonas aeruginosa. Alors, le Pseudomonas aeruginosa, c'est un gramme négatif très très résistant aux antibiotiques. Donc, pour agir sur le Pseudomonas, les carboxypénicillines et les uréidopénicillines, ticarcilline, péperacilline. D'accord? Donc, les deux, vous allez les utiliser seulement contre le Pseudomonas aeruginosa. Et vous avez une classe que j'ai sautée, c'est les péni-M, ou la méticilline. Elles ont été synthétisées spécifiquement pour agir sur le Staphylococcus aureus qui a appris à résister à la pénicilline G. D'accord? Alors, le Staphylococcus aureus, je vais vous raconter très vite l'histoire de la résistance. De base, il était sensible à toutes les pénicillines. On a découvert la pénicilline G. On a commencé à traiter les infections à staph par la pénicilline G. Le staph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé une pénicillinase, donc mécanisme de résistance. Alors, pour répondre à ça, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des pénicillines résistantes aux pénicillinases. C'est ce qu'on appelle les pénicillines M, ou là la méticilline. Donc, la méticilline, ou les pénicillines M, pourquoi elles sont appelées antistaphylococciques? Parce qu'elles ont été synthétisées spécifiquement pour agir sur le staph. Donc, là, vous avez la classe. Alors, par contre, pour les aminopénicillines, elles ont été développées pour pouvoir traverser la membrane externe des bacilles à gram négatif. Donc, elles sont plus hydrophiles. Donc, on l'avait vu tout à l'heure avec l'imperméabilité. Elles sont plus hydrophiles. Donc, leur diffusion à l'intérieur de la membrane externe, elle est facilitée. Ce qui fait que les aminopénicillines, elles auront un spectre plus large. C'est pour ça que vous avez ici broad spectrum pénicilline, vous pouvez inclure aussi les aminopénicillines.
Alors, une fois les aminopénicillines ont commencé à agir sur les grammes négatifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont développé des bêta-lactamases. Pour contrer le développement de bêta-lactamases, on a associé les aminopénicillines aux inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc, on a eu le développement d'amoxicilline, acide clavulanique. De son côté, le Pseudomonas aeruginosa dont on a parlé juste avant, on a dit que l'action c'est seulement ticarcilline, piperacilline, et l'action elle sera par combinaison de ticarcilline et l'acide clavulanique pour agir sur les pseudomonas qui ont développé à leur tour des bêta-lactamases. Donc en gros, ce que je vous conseille de faire, les bêta-lactamines, c'est d'essayer de suivre l'évolution des résistances. Donc, à travers l'évolution des résistances, vous avez l'évolution des spectres. Pour les céphalosporines, c'est un peu plus simple. Les céphalosporines de première génération, elles étaient plus actives sur les grammes positifs. On a avancé le développement des générations, on a agi sur les grammes négatifs. D'accord? Donc, l'activité des céphalosporines, première génération, c'est grammes positifs, un peu grammes négatifs. Ensuite, à partir de la deuxième, troisième, quatrième, c'était les grammes négatifs. La cinquième génération, elle a été développée spécifiquement pour les staphylocoques qui ont appris à résister à la méticilline. Donc, le staphylocoque, il était sensible à la PNIG. Il a appris à résister à la PNIG. On a synthétisé la PNI-M. Il a appris à résister à la PNI-M. Lorsqu'il a appris à résister à la PNI-M, il a appris à résister d'une façon croisée à toutes les bêta-lactamines. Donc, il a fallu développer une nouvelle génération de bêta-lactamines, les céphalosporines de cinquième génération, pour avoir l'action sur le staph résistant à la méticilline. Donc, vous voyez que l'évolution ou la classification des antibiotiques, elle est intimement liée à l'évolution des résistances. D'accord? Donc, une fois le cours, essayez de faire ces liens, d'accord, entre les différentes classes, l'évolution des résistances et l'apparition de nouvelles molécules. Alors, il y a une autre classe, il y a les carbapénem. Alors, les carbapénem, elles ont été développées parce qu'au bout d'un moment, les bacilligrammes négatifs ont commencé à développer des enzymes. L'acide clavulanique, ils ne pouvaient pas les inhiber. Donc, elles se sont mis à résister aux associations amoxicilline acide clavulanique. Donc, on a développé les carbapénem pour agir sur les grammes négatifs super résistantes. Donc, grosso modo, les carbapénem, c'est la dernière alternative, l'avant-dernière alternative pour les grammes négatifs. La dernière alternative, c'est la colistine. Donc, là, j'ai essayé de vous donner un peu le cheminement de développement, d'accord, pour les bêta-lactamines, mais c'est la même chose pour les autres classes. Donc, pour la partie spectre d'action, vous devez savoir est-ce que c'est un spectre qui est étroit, c'est-à-dire est-ce que ça va agir sur les grammes positifs seulement ou sur les grammes positifs et grammes négatifs, ou est-ce que ça va agir aussi sur, par exemple, les bactéries intracellulaires. Parce que les bactéries intracellulaires, c'est une autre classe de bactéries. Donc, le spectre d'action, vous allez mettre un seul mot, étroit ou large. Étroit, ça veut dire que ça va agir soit sur les grammes plus, soit sur les grammes moins. Large, ça va agir sur les deux. Généralement, les molécules les plus récentes ou les plus évoluées, elles ont un spectre large. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie spectre d'action. Pour la partie données pharmacocinétiques, c'est important de noter que les données pharmacocinétiques, ça concerne l'absorption, le métabolisme, la distribution et l'élimination. Donc, par exemple, si vous prenez les aminosides, donc les aminosides ont une très mauvaise absorption par la voie orale. Donc, ça, c'est une information importante parce que les aminosides ne sont administrés que par la voie intraveineuse. Même chose pour la vancomycine. Même chose pour la pénicilline G. La pénicilline G, elle n'est pas stable par la voie orale. Donc, elle n'est pas administrée par la voie orale. Par contre, la pénicilline A ou les pénicillines A, on peut les administrer par la voie orale. Donc, là, vous avez une relation entre la structure et la pharmacocinétique. Donc, la partie pharmacocinétique, vous allez mettre seulement les éléments qui ont une relation ou qui ont une importance avec la structure ou la fonction de l'antibiotique. Les aminosides, vous allez mettre l'absorption nulle par la voie orale, administrée par la voie intraveineuse. D'accord? Par exemple, pour les macrolides,
Les macrolides, le métabolisme, ce sont des inhibiteurs enzymatiques. Donc, ils vont causer beaucoup d'interactions médicamenteuses avec les médicaments dégradés ou la métabolisés par les CYP 450. Donc, c'est une information importante. D'accord? Donc, les données pharmacocinétiques, vous allez mettre ADME, A, deux points, quelques mots, D, deux points, quelques mots, M, quelques mots, E, quelques mots. Ou surtout, vous allez insister sur les points qui vous paraissent ou sur lesquels ils ont insisté. ما تروحوش تقراو كامل la partie pour كامل les antibiotiques. Par exemple, le métabolisme des aminosides, il n'est pas très important. Par contre, le métabolisme des macrolides, il est important. L'absorption des aminosides, elle est importante à connaître. L'absorption des macrolides, elle n'est pas très importante à connaître. Donc, vous devez garder l'œil et voir quelles sont les parties qui sont intéressantes. Concernant les effets indésirables, alors la partie effets indésirables, vous allez les classer en deux catégories. Vous allez les classer en termes d'effets indésirables communs à tous les antibiotiques, parce que comme vous le savez sans doute, la plupart des antibiotiques ont grosso modo les mêmes effets indésirables. Troubles digestifs, diarrhée post-antibiotique, etc., etc. Et par contre, il y a une certaine famille ou certaines molécules qui ont des effets indésirables spécifiques. Par exemple, la vancomycine. La vancomycine, elle est connue pour le syndrome de l'homme rouge ou la Redman syndrome. Donc, c'est un effet indésirable spécifique à la vancomycine. Pour les aminosides, autotoxicité, néphrotoxicité. Donc, vous allez les noter. D'accord? Pour les effets indésirables autres, ce n'est pas la peine de les noter. Vous allez les retenir une seule fois et vous allez savoir que les s'appliquent à la majeure partie des antibiotiques. À la fin, vous allez laisser une partie autre dans votre fiche technique dans laquelle vous allez ajouter des informations comme importantes sur cette classe, mais que vous n'avez pas pu classer les autres titres. D'accord? Par exemple, les bêta-lactamines et les aminosides sont connus pour avoir un effet de synergie, une bactéricidie synergique. Donc, vous pouvez l'ajouter dans la partie autre. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une fiche technique unique pour chaque classe ou pour chaque famille d'antibiotiques. Comme ça, vous avez toujours la même structure et ça va énormément vous faciliter l'apprentissage. Alors, les fiches techniques, vous pouvez les faire. Il y a des gens qui les font par ordinateur. Il y a des gens qui les font sous forme de tableau. Il y a des gens qui les font sous forme de résumé écrit. Donc, peu importe la méthode, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que face à ce nombre incalculable d'informations, vous allez essayer de les classer et de les trier. D'accord? Parce que le corps des antibiotiques, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessaires. Donc, vous allez les mettre de côté et vous allez essayer de remplir seulement les informations qui rentrent dans ce cadre. C'est comme la section autre. Si vous faites des QCM, par exemple, si vous préparez le concours, vous faites des QCM, vous trouvez des informations supplémentaires, vous pouvez les mettre dans la case autre. Alors, quelques photos pour fixer certaines informations importantes. Par exemple, pour la phosphomycine, bien, c'est très important de connaître que dans son indication et dans son spectre d'action, ça va agir sur les bactéries responsables d'infections urinaires. Donc, la phosphomycine, elle est prise en une prise unique pour le traitement des infections urinaires non compliquées par prise de 3 grammes de phosphomycine. Ça, c'est information importante à retenir. Vous avez le Redman syndrome dont dont j'ai déjà parlé pour la vancomycine. Alors, le Redman syndrome, on le rencontre lorsqu'on a une administration de vancomycine très rapide. Parce que l'administration de la vancomycine, elle doit se faire par la seringue électrique. C'est-à-dire qu'on doit administrer un taux, une quantité de vancomycine très faible dans un volume de temps très grand pour éviter ce Redman syndrome. Alors, le Redman syndrome, il est dû à une libération importante d'histamine lorsqu'on va administrer la vancomycine très rapidement ou trop rapidement. C'est un effet indésirable très important à connaître pour la vancomycine, surtout pour les gens qui passent le concours d'accès au résidana. C'est un point qui est hyper tombable. Ensuite, vous avez par exemple pour les fluoroquinolones et tétracycline, dans la partie absorption pharmacocinétique, vous allez voir qu'il y a une interaction médicamenteuse avec les cations. Donc, les fluoroquinolones et les tétracyclines, on conseille toujours de les prendre à distance des repas pour éviter les interactions, par exemple, avec les cations ferriques ou les cations calcium issus des dérivés des laitages, parce que les fluoroquinolones et les tétracyclines en présence de cations, ils vont être complexés et ça va diminuer leur absorption.
Alors, cette information, elle est importante et vous allez la classer dans le titre numéro 5, données pharmacocinétiques, absorption. Alors, normalement, ma présentation est finie. Donc, je voulais juste vous dire que, en tant que professionnel de la santé, nous sommes responsables de ce qui est en train de se passer en termes d'augmentation de résistance et que la première chose pour combattre la résistance, c'est au niveau des amphithéâtres et des salles de cours des facultés de médecine parce que malheureusement, on est en train de voir en tant que microbiologiste médical que les médecins et même les pharmaciens et chirurgiens dentistes n'ont pas une formation convenable en termes d'antibiotiques et ont énormément de lacunes. Donc, je vous encourage en tant que professionnel de la santé à vous casser la tête et à maîtriser au moins les bases de cette problématique parce que vous êtes responsable. À chaque fois que vous prescrivez un antibiotique, à chaque fois, surtout pour les médecins, à chaque fois que vous prescrivez un antibiotique, les chirurgiens dentistes aussi, les pharmaciens, à chaque fois que vous dispensez un antibiotique, vous êtes en train de faire augmenter la résistance. La question, c'est est-ce que c'est le bénéfice-risque est en faveur du bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice pour le patient est supérieur au risque engendré par la résistance. Là, c'est à vous de trancher. Et pour trancher, vous devez avoir toutes les données et toutes les connaissances nécessaires. C'est pourquoi vous devez travailler cette partie, vous devez faire vos recherches et je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cette problématique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'aurai plaisir à y répondre maintenant. Je ressollicite Fatima Zohra qui avait posé la question tout à l'heure. Si vous êtes toujours là, j'aimerais bien que vous puissiez reposer votre question. Sinon, l'idéal, ça serait de réouvrir votre micro et de discuter. J'aimerais aussi avoir votre retour, vos feedbacks par rapport au webinaire. Est-ce que c'était bénéfique? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que votre vision a changé par rapport au cours des antibiotiques? Euh, Ça me ferait plaisir de vous lire et de vous entendre. Donc, je vous remercie. Merci pour vos réactions. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, ça me fait plaisir de vous lire. Yatakum saha. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors, pour la phosphomycine, oui, il n'y a pas de souci, je vais répéter. Alors, la phosphomycine, elle est généralement indiquée et utilisée pour les infections urinaires non compliquées. Donc, généralement, actuellement, on traite des infections urinaires. On probabilise, généralement, on associe la phosphomycine avec une fluoroquinolone. La phosphomycine, elle est toujours administrée en dose unique. C'est-à-dire que même quand vous vous déplacez en officine, vous allez toujours trouver le fameux Euricar avec une seule dose flaboite. D'accord? Donc, ça se prend par dose unique ça se prend par une dose unique. Allez, donc, la prise de phosphomycine ou la cure de phosphomycine, c'est une prise unique. Merci beaucoup, merci pour vos réactions, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous encourage à me suivre pour m'encourager encore plus sur Instagram. Voici ma page, c'est Apothecary Wisdom. Vous pouvez aller scanner le code QR. Je reste aussi à votre disposition. Comme je vous l'ai dit, je propose un encadrement et un mentoring pour externes et internes en pharmacie. Voulant progresser ou là, ayant des lacunes les différents modules de pharmacie ou là pour les personnes préparant le concours d'accès aux résidents. Alors, pour la lutte contre l'antibiorésistance. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, ce que vous devez comprendre, c'est que pour lutter contre l'antibiorésistance, la première des choses, il faut une prise de conscience. En fait, à chaque fois que vous administrez un antibiotique, ou là que vous prenez un antibiotique, ou là que vous dispensez un antibiotique, le risque d'engendrer des résistances, il est là. Maintenant, toute la question, c'est, vous devez raisonner en termes de bénéfice-risque. Est-ce que le bénéfice pour le patient est supérieur au risque engendré pour la communauté? Donc, pour moi, la première solution, c'est d'abord éduquer les professionnels de la santé à cette problématique. Parce que malheureusement, peut-être que les personnes ici présentes, si elles sont
actifs, que ce soit en officine ou le milieu hospitalier, on voit il y a pas il y a vraiment pas de connaissances, il y a vraiment pas de sensibilité chez les personnes à ce sujet. On administre les antibiotiques à tort et à travers, céphalosporine de troisième génération, fluoroquinolone, on prend des antibiotiques pour un rhume banal. Alors le premier problème, la première lutte, c'est ce que j'essaye de faire de mon côté, c'est-à-dire l'enseignement et l'éducation. Parce que si on éduque nos professionnels de la santé dans ce sens, la prescription va être mieux orientée et ainsi on pourra éviter les résistances. Maintenant, si vous me demandez ma proposition en tant que résident en microbiologie ou en tant que professionnel de la santé, ben pour moi, les antibiotiques, ça devrait être interdit en officine, qui moi pour les antituberculeux. Est-ce que vous avez déjà vu un antituberculeux en officine? Jamais parce que c'est réservé à l'usage hospitalier. Les antibiotiques, comme dans les pays nordiques, comme dans les pays scandinaves, où on a les plus bas taux de résistance dans le monde, ils ne connaissent même pas les antibiotiques. Ils savent même pas à quoi ça ressemble parce que les États ont mis des politiques très strictes avec les antibiotiques. Malheureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Même s'il y a il y a des lois, il y a des textes qui disent que on ne doit pas administrer un antibiotique sans prescription, on ne doit pas administrer les antibiotiques à tort et à travers, malheureusement, ce n'est pas respecté. Donc pour moi, si vous me demandez une solution à mon niveau, c'est ce que je suis en train de faire à travers ce webinaire, c'est-à-dire l'éducation et l'enseignement et la communication. Si vous me demandez une solution politique ou une solution, disons, au niveau national, pour moi, c'est de faire vraiment un programme de lutte contre l'antibiorésistance. D'un côté, de faire que l'usage des antibiotiques soit restreint aux hôpitaux et ou de faire en sorte que les officinaux n'administrent jamais d'antibiotiques sans prescription et c'est comme ça qu'on pourra lutter efficacement, Inch'Allah, je l'espère, contre l'antibiorésistance. Mais actuellement, malheureusement, ce qu'on est en train de voir sur le terrain, c'est tout le contraire. L'antibiorésistance augmente et la sensibilité à ce sujet est quasiment nulle au sein des professionnels de la santé. Donc c'est ça, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, par rapport aux antibiotiques, il y a le développement actuellement d'une oui, voilà, exactement, Marouane. L'automédication, la prise d'antibiotiques à tort et à travers, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un fléau. Et on peine à se faire entendre en tant que microbiologiste médical parce que nous, on sait, nous, on est sur le terrain, on voit. Les antibiogrammes R partout, on les voit. Et après, nous, on rend le résultat au clinicien. Le clinicien, il est en impasse thérapeutique et à la fin, on perd des patients. Quotidiennement, on perd des patients, hebdomadairement, on perd des patients à cause de ce fléau et on n'arrive pas à y faire face, malheureusement. Donc, moi, j'ai essayé aujourd'hui de contribuer à ça. J'espère qu'au moins une personne parmi l'audience a été sensibilisée à ce sujet. Je compte sur vous pour répandre cette sensibilisation et, Inch'Allah, un jour, on pourra lutter efficacement contre l'antibiorésistance. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà, il se fait tard. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par la présentation, je vais la mettre sur un lien Google Drive et je vous la posterai sur mon compte Instagram, Apothecary Wisdom. Vous la trouverez en story. Donc, il y aura un lien pour accéder à la présentation. Alors, une dernière question. On sait bien comment procéder. Ah, merci beaucoup. Je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, je reste ouvert à vos questions, à vos propositions en message. J'aimerais bien faire grandir la communauté. Envoyez-moi vos messages, vos propositions. S'il y a une autre thématique qui vous intéresse pour un webinaire, vous me la proposez. J'essaierai de travailler dessus. Et Inch'Allah, on se retrouve très prochainement. Je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.